Merci. Donc, en effet, je vais vous parler aujourd'hui de films. Et donc, à partir d'un cas d'étude, que j'aimerais développer quelques concepts, quelques éléments qui sont typiques dans ce fragment de film pour développer certaines choses qui ont traversé l'œuvre, des propositions, des projets de films, des projets auxquels Le Corbusier a participé, ou des projets qui sont réalisés ou qui sont restés dans les tiroirs, avec un film dont il parle lui-même. Le film va faire un beau pétard pour s'emparer du cinéma. Donc en fait, c'est le film La vie commence demain qui nous montre différentes personnalités très très connues. Donc c'est un film de 1950, Nicole Védresse. Je vais d'abord un peu expliquer le film avant d'y aller. Donc c'est un film de 1950 où André Labarthe avec Jean-Pierre Aumont vont à la recherche des hommes de demain. Et donc c'est entre autres c'est Rostand, c'est Picasso, c'est Gide, c'est Sartre et c'est Le Corbusier. Et donc toutes ces personnes sont à chaque fois interviewées pour une dizaine de minutes pour leur proposer leur point de vue sur la vie de demain. Et donc entre autres avec aussi André Labarthe qui va à la fin du film vraiment éduquer presque Jean-Pierre Aumont qui joue l'homme d'aujourd'hui par rapport à les quêtes pour demain qui sont entre autres la bombe atomique qui évidemment que André Labarthe avait déjà exploré dans des livres comme La vie commence demain en 1947 mais aussi l'année avant sur la vérité sur la bombe atomique et c'était un physicien à la base et il était aussi journaliste pour entre autres François donc il était à Bikini pour les essais d'explosion atomique et donc là il écrit aussi là-dessus et donc c'est suite à cela aussi qu'il met en place tout son discours. Je vous propose de regarder maintenant le film ou un extrait de film qui porte donc c'est les 10 minutes de Le Corbusier. J'ai été jusqu'à Marseille, et à Marseille, j'ai visité l'unité d'habitation de Le Corbusier, vous savez. C'était un dimanche, il n'y avait personne dans le chantier. Je suis entré d'autorité. Je suis monté. Je me sentais déjà chez moi. Le 16e étage me plaisait assez. Au 18e, je suis tombé sur Le Corbusier. Hé, dites donc, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, rien, je regarde. Vous ne savez pas que c'est défendu d'entrer dans ce chantier? Ah oui? Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui en curieux, demain peut-être en Vous habitant. êtes du bâtiment? Non, Ça vous intéresse, l'architecture? tout m'intéresse. J'aime mieux ça, alors montez. Prenez l'escalier. Asseyez-vous. Vous tombez bien. Aujourd'hui, je fais comme vous. Je regarde mon chantier. Voyez comme c'est beau. Devant vous, les montagnes. Derrière, mer. Vous vous rendez compte de l'importance du paysage pour nous, bâtissons? J'aurais cru qu'aujourd'hui on construisait n'importe où et puis qu'on distribuait le soleil comme l'électricité. L'être humain est né dans lesquels il s'est développé depuis des millénaires. Un homme qui chaque matin se réveille sous le soleil et la lumière, un homme qui voit des espaces ou des horizons devant lui, ne peut jamais se sentir un paria. L'arbre, le compagnon le plus lointain de l'homme. Il régénère l'air qu'on respire. Les villes sans arbres sont irrespirables. Or, à 2 pas d'ici, que voyons-nous? À Marseille même et ailleurs. Où est le spectacle homérique? Où sont les paysages d'Arcadie? À 5 ou 10 mètres, les habitants ne voient que la maison d'en face et leurs voisins. La lèpre est dans les villes, et partout. À Londres, à Paris, à New York, à Berlin, ailleurs encore, c'est la même mésaventure. C'est l'urbanisme traditionnel qui sévit, un urbanisme sans âme. On trace 2 parallèles et c'est une rue.
Peu importe que tout un côté soit orienté au nord, peu importe que la rigole de la rue soit si profonde que le soleil n'y pénètre jamais, peu importe les cours, les puits noirs où sont enfoncés des vies d'hommes, les animaux en crèvent, pour les poules, les lapins ont choisi. On oriente les poulaillers, des clapiers, mais pour l'homme. Souvent, à la campagne, c'est pire encore, quoi qu'on en dise. La vie dans les campagnes est une misérable chose. On s'ennuie. Le grand désarroi a éclaté avec le machinisme qui s'est installé sans contrôle ni frein dans des vases qui avaient contenu une autre civilisation. On ne pouvait pas deviner, on ne pouvait pas prévoir qu'avec la Prométhée mécanique allait être déclenchée. De quoi bouleverser un monde, de quoi tourner une page essentielle de l'histoire humaine. Ce machinisme sans contrôle, ce brassage des populations, cette extension inouïe, démesurée et catastrophique des villes tentaculaires. Le tumulte, les embouteillages monstrueux, les cohues des métros, des trains de banlieue, le gaspillage des forces et des énergies. Tout cela conduit à des protestations, et encore des protestations, des palabres en réponse, des revendications, des défilés, les déclarations de guerre, les ruines. Le mal est universel. Un vieux monde craque. Toutes les civilisations les plus nobles, les plus anciennes, se fissurent et font éclater des usages devenus des carcans. Civilisation hindoue, chinoise, arabe, et au sein du grand continent poétique, l'Afrique. Quand une société brise avec la tradition de son logis et qu'elle s'absorbe dans la création d'un nouveau logis, c'est un signe dans l'histoire. On quitte son abri qui ne vaut plus rien. On en cherche un autre, c'est la loi, même pour les animaux. Tant que les hommes n'auront pas reconstruit leur ville, le foyer familial molesté sera la cause des révoltes. Les lieux de travail seront des maisons de force. Ce n'est pas drôle, mais c'est bougrement important, passionnant. Il vaut mieux se rendre compte, savoir et agir dans la direction de l'événement. Mais le remède, vous l'avez? Peut-être. Tenez, venez donc voir l'appartement. Il y en aura 360 pour 1600 habitants. Actuellement, un seul est presque terminé. Voilà l'appartement. C'est inouï de voir en plein chantier un appartement déjà frais. N'est-ce pas? Les officiels appelaient ça un taudis. C'est bien. Vous avez raison. Vous faites vraiment entrer la nature dans la maison. Voyez-vous, les logis sont inondés de soleil en hiver, jusqu'au plus profond des pièces. Ils sont baignés d'ombre en été. C'est la maison de la fraîcheur en pleine canicule méditerranéenne. Tout autour, un parc. Supposez que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, que vous habitiez ici. Votre femme serait, en partie, libérée de l'esclavage domestique. Elle disposerait d'une foule de commodités. Ici, vos enfants seraient gardés, surveillés et amusés pendant que vous iriez à votre travail ou jouiriez d'un moment de repos. Eh bien, je vais vous laisser. Mais non, mais non. Ah, il faut que je trouve un hôtel. Mais non, couchez donc ici. Là-haut. On peut? Venez donc voir. Vous direz si ça vous plaît. Dites donc, le ministre de la Reconstruction y a passé la nuit lors d'une de ses visites au chantier. Alors, je suis le premier homme à passer une nuit dans la maison de demain. Si on admet qu'un ministre n'est pas un homme. Mais dites-moi, ces cités futures, ces villes radieuses, comme vous les appelez, vous les voyez en rêve ou bien vous en avez déjà établi les plans? Vous en avez déjà construit? Mais oui, je ne fais que ça depuis 40 années. Il faut que vous imaginiez la révolution architecturale qui s'est accomplie dans ces 100 dernières années. Il fallait briser les villes tentaculaires, réinstaller ces conditions de nature dont je vous ai parlé. Et on a commencé un peu partout dans le monde, sur tous les continents, dans certains lieux de travail, dans les campagnes, dans ces grandes villes qui se transforment peu à peu et dont il faut reconcevoir les plans. Un plan, ça ne vous dit rien au premier abord. Et pourtant, c'est cette vaste gymnastique qui met debout les villes
par la force de l'imagination. Ce jeu d'échecs qui absorbe profondément, silencieusement, quelquefois pendant 20 années, la vie d'un homme. Ce que les gothiques ont dramatiquement cherché dans les cathédrales nous est offert spontanément par l'acier et le ciment armé. Hep! Dis donc, où est-ce que je suis ici? Bah, vous êtes chez le Corbusier? Ah bon. Alors j'ai pas rêvé. Et où est-il, monsieur le Corbusier? Passe pas souvent par ici. Pourtant, il était là cette nuit. Je lui ai parlé. Ah, je sais pas. Ah, dites-moi, si vous voyez monsieur le Corbusier... Vous avez quelque chose à lui dire? Oui. Vous lui direz que le monsieur d'hier le remercie. Monsieur d'hier? Oui. Ou plutôt l'homme de demain. Au revoir. Oui. Donc voilà. Donc, je l'ai vu tant de fois, mais j'ai resté émerveillée par ce petit épisode. Pour un peu comprendre aussi cet épisode, donc Nicole Védresse, qu'on voit au milieu entre au Mans et la Barthe, elle a réalisé quelques années auparavant, elle avait réalisé un film Paris 1900, qui était entièrement réalisé par un montage d'anciennes parties de films. Donc pour là le titre de 1900, de Paris 1900, pour donner une sorte de vie à un sort de montage, de donner vie au Paris de 1900. Le film, il a connu un grand succès à l'époque, contrairement à aujourd'hui, quand on ne le connaît plus du tout, malheureusement. Donc le film il a eu sa première au Festival de Venise, à la Biennale de Venise de films, où il était très bien accueilli. Puis il a passé dans toute la France, il a passé presque dans toute l'Europe, hein, donc aussi en Hollande, en Allemagne. Les deux. Sinon, je déplace. Ouais. Ça, c'est peut-être la meilleure solution. Donc, il passe aussi aux Indes néerlandaises, donc là aussi. Et même en Angleterre, il était qualifié comme le premier film interdit aux moins de 16 ans, vu aux images de la bombe atomique qui sont montrées dedans, et il passe même en Amérique. Donc il était très bien diffusé, sauf qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres films qui étaient à l'époque, qui étaient moins diffusés, qui sont plus connus, qui sont mieux connus aujourd'hui, vu à une générosité de certains ayants droit qui mettent à disposition certains films, qui font qu'aujourd'hui on connaît certains films qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, et qu'inversement avec ce film aussi, qui n'était pas du tout connu, qui aujourd'hui n'est plus du tout connu, qu'à l'époque il était très très bien connu. Mais quel est le statut du film? Est-ce que c'est un fiction ou est-ce que c'est un documentaire? On peut avoir des doutes, on peut aussi se dire que c'est une docu-fiction, qui est peut-être le mot le plus approprié. Pourtant que Le Corbusier, il était là pour ce film-là, il était payé en tant qu'acteur. Donc c'est le seul film où il prend vraiment le rôle en tant qu'acteur pour un film. Donc il est auteur de l'œuvre où il est dedans, mais il est aussi acteur pour ce film. Et donc ça nous donne la difficulté entre ce qui est un décor de son architecture, de ce qui est une représentation de son architecture. Et pour prendre comme exemple, je compare deux films qui étaient de la même époque. Donc il y a le film de Pierre Chenal, L'architecture d'aujourd'hui, qui parfois est mentionné, qui est une co-réalisation avec Le Corbusier, ce qui n'est pas le cas. Le Corbusier a fort mis une main mise sur le film, mais c'était quand même, le réalisateur, ça reste quand même Pierre Chenal.
où on voit toute l'architecture de Le Corbusier à partir de 3 cas d'études de villas qui sont présentées, entre autres la Villa Stein qu'on voit ici, avec la voiture de Le Corbusier qui arrive, donc c'est bien la voiture de Le Corbusier. Aussi la Villa Savoie qui est présentée. Et pour finir, on finit avec le plan d'urbanisme, le plan voisin. Et en haut, on voit en arrière-plan, en tant que décor, on voit aussi la Villa Stein dans le film d'Abel Gans, La fin du monde, et une petite pellicule qui n'est plus utilisée, qui n'est pas utilisée dans le film, qui a été filmée. Donc Abel Gans a filmé beaucoup plus à la Villa Stein, mais ça n'a pas été repris dans le film. Et donc finalement, la Villa Stein, l'architecture moderne, y est simplement montrée comme une sorte de décadence, mais à peine reconnaissable comme architecture de Le Corbusier. Ce qui, pour Le Corbusier, posait problème, en fait, de présenter son architecture en tant que vraiment décor. Et quand on va voir les considérations de Le Corbusier, qui datent tous un peu des années 20, début des années 30, où il se mêle vraiment, entre autres, avec l'esprit nouveau et avec les amitiés qu'il fait aussi avec des personnages comme Élie Faure, comme Jean Epstein, aussi avec Abel Gans, où il met ses considérations sur le cinéma, que d'un côté, il met des considérations qui portent sur le public, et de l'autre côté, il porte des considérations qui sont vraiment sur le statut du film en soi. Donc, qui était vraiment ce qui était de manière générale très discuté à ce moment-là, vu que c'était un nouvel art. Et que Le Corbusier va reprendre donc dans son seul écrit sur le cinéma, en mouvement, en Esprit de vérité, un article Esprit de vérité, où il parle du film en 1933. Et donc pour lui, que quand on va représenter son architecture, c'est ce que je mets dans la citation, c'est que alors que le cinéaste manie les drames passionnels, des intrigues amoureuses et les mystères policiers, il n'est pas facile de dresser un film en face d'un public ayant tout simplement transporté sa caméra autour des 4 murs d'une maison. Il faut une rare intention pour y réussir et pour ne point tomber dans l'insupportable photogénie. Donc là, il dit vraiment, c'est que il y a d'un côté, il y a les cinéastes qui copient le théâtre, et donc là, c'est la photogénie aussi dont il parle, et de l'autre côté, il y a une sorte de représentation, c'est le documentaire qu'il faut pour représenter son architecture. Et Pierre Chenal, il arrive à le faire avec le film L'architecture d'aujourd'hui et Bâtir. Pourtant, il y a plusieurs projets où il trouve quand même qu'il faut quand même se mêler un peu avec ce genre de fiction. Donc, par exemple, en 1933, avec L'Armée de Salut, il propose à Peyron, il propose qu'il y aura un film romancé, à l'image du film La Maternelle, dont on voit une carte postale en haut, justement pour attirer le public pour ce genre d'architecture qui est beaucoup plus public que les villas qui sont présentées en architecture d'aujourd'hui. Il participe en 1944 aussi avec Les Mains de Paris, avec un autre type de docu-fiction. Donc c'est un peu comme pour La vie commence demain, où il y a plusieurs personnalités qui sont présentées dans leur atelier avec leur travail de main, qui font ce que tous les types de professions avec les mains de Paris. Il propose aussi, par exemple, de faire une adaptation d'abord pour le théâtre et ensuite pour le film avec Lucienne Favre sur les Cache-Bas. Et puis, il y a, à partir de La vie commence demain, il y a toute une série de projets de films qui se développent, de présenter vraiment la ville radieuse, l'unité d'adaptation et la ville radieuse comme le décor ou comme la partie la plus importante, presque comme un personnage dans des films de fiction, dont entre autres déjà un film en 1948, qui est fait en fait par 7 petits courts-métrages avec 2 personnages qui vont vivre dans une unité d'habitation après l'orthodie, donc ils quittent l'orthodie pour aller vivre dans l'unité d'habitation. Aussi Michel Bataille qui en 1960 propose un grand projet de film de fiction, vraiment de fiction, avec une vie dans une ville radieuse, donc avec entre autres comme lieu de tournage l'usine du Val, l'unité d'habitation de Marseille, donc en passant par des sites réels, en les rassemblant en montage pour travailler vraiment l'idée de ce que pourrait être une vraie ville radieuse et intercaler à cela des propos, un peu comme dans La vie commence demain, des propos de Le Corbusier qui expliquent à ce moment-là ces théories. On a peut-être un autre, c'est Le Tour de la France par 2 enfants. C'est une adaptation télévisée en 1957 du livre homonyme qui se passe à un moment donné dans une des épisodes se passe à l'unité d'adaptation de Marseille
Et justement, donc ça c'est peut-être la seule exception où c'est moins un projet qui est partagé par Le Corbusier, mais que Le Corbusier accepte justement parce que le but initial du livre, c'est que les enfants vont visiter tous les monuments de la France et que l'unité d'habitation est à ce moment-là représentée comme un nouveau monument de la France. Donc c'est la vieille ville opposée à la nouvelle ville et en tant que nouveau monument pour la France. Et un autre film encore, Dieu a choisi Paris, avec Belmondo, mais finalement, dans le film final qui va sortir, il n'y a plus les épisodes avec Picasso, donc c'est encore avec Picasso et Le Corbusier. Ces épisodes ont été enlevés. Qu'est-ce que ça nous montre aussi? Donc, deuxième concept, c'est l'ouvrir le chez-soi. Et donc, il est dit, on est chez Le Corbusier, on le dit dans le film. Et c'est mis en valeur par Penn Baker, qui était un cinéaste américain, qui a vu le film en Amérique au tout début et qui mentionne que c'était la première fois qu'il disait « Mais tiens, c'est formidable, on va chez des gens et on voit le chez soi. On les voit comme on les a jamais vus avant, dans des situations normales, comme on ne connaît pas du tout ces gens avant, comme la photographie faisait pour Life, par exemple, ou par Image. Donc cette idée d'entrer chez soi. Et c'est quelque chose qui va être développé par la suite aussi dans les années à venir à la télévision. Donc lui, il considère ça, c'est le but, c'est la base pour la télévision. La télévision, c'est cette idée d'entrer chez soi et d'interviewer les gens. On n'est pas encore dans les talk shows, par contre, mais on est dans cette idée d'aller interviewer. Ce qui va être pris aussi en France avec des émissions qu'on va interviewer les artistes dans leur atelier, par exemple avec Braque et avec Fernand Léger en 54 et 55. Mais ce qu'on voit aussi que Le Corbusier, il a fait pendant toute sa vie, évidemment, c'est de se faire photographier déjà chez soi. Par exemple, déjà à la rue Jacob, mais aussi le film dont je parlais tout à l'heure, Les Mains de Paris, qui reprend aussi ce principe, mais c'est un film qui est avec une voix off, donc c'est pas un film parlé, donc c'est pas interview, c'est vraiment avec une voix off, c'est plutôt illustration, mais on entre quand même à chaque fois dans l'atelier des gens. Et donc ça, c'est le premier interview qui est fait de Le Corbusier, et qui va être par la suite, qui va vraiment démarrer une sorte de genre d'interview qui va se mettre en place. Et on va voir, par exemple, 2 ans plus tard, il y aura une interview chez lui, à la maison, par Tchernia, une interview qui était en direct, donc c'est pas sauvegardé, donc c'est pas sur pellicule, c'était en direct, donc les premières années de la télévision. Pierre Cast qui va faire un beau film sur Le Corbusier, architecte du bonheur en 56, où il va un peu traverser toute l'œuvre et la personne de Le Corbusier. Et c'est à noter qu'à ce moment-là, ces cinéastes, quand ils vont faire des documentaires de ce genre, ils vont peu en écrire après. Donc pour eux, c'était moins important. Donc contrairement, le contraste, c'est vraiment le contraste entre Le Corbusier, pour qui ce genre de documentaire était hyper important, et pour les cinéastes, pour qui c'était plutôt un pain pour gagner leur pain, qu'ils faisaient ce genre de documentaire. Donc il y a vraiment ce grand contraste. Et par exemple à la télévision, à la BBC en 59, on entre vraiment encore Le Corbusier qu'on le voit à l'atelier où il dessine. Donc c'est vraiment c'est d'entrer chez lui, c'est de le montrer aussi en tant qu'artiste. Et ça contraste avec la période de l'avant-guerre, où surtout qu'à chaque fois que lui il se présente à l'écran, que c'était en tant que conférencier. Donc c'est le contraste entre ce qu'il continue à faire, hein, donc il continue à faire ses conférences, mais il ne fait plus ses conférences à l'écran. Donc ces conférences qu'il fait à l'écran sur la ville, ça se concentre vraiment dans cette période d'avant-guerre, où il se veut l'autorité qui présente ses plans. Et comme on a vu dans La vie commence demain, quand tout ce qui est l'urbanisme est présenté dans les projets d'après-guerre, c'est plutôt déjà par l'expérience et par l'acquis des publications, donc vraiment se justifier en tant qu'autorité qu'il a déjà publié pendant 40 ans, qu'il fait des recherches pendant 40 ans là-dessus. Il y a aussi une sorte d'identification à l'œuvre. On le dit, on est chez Le Corbusier, même si on n'est pas chez Le Corbusier. On est à l'unité d'habitation de Marseille. On n'est pas chez lui, rue Norge-Cercoli, ni à l'atelier rue de Sèvres. On est à l'unité d'habitation de Marseille. Donc il y a une sorte d'identification à l'œuvre qui se met en place, qu'on va voir aussi dès le début. Donc la première fois qu'il y a une apparition de Le Corbusier ou de ses œuvres à l'écran, c'est en 19, c'est dans les actualités de Gaumont,
où on voit aux enfants et Le Corbusier, sauf qu'on ne voit pas Le Corbusier. Donc on voit aux enfants à côté de sa peinture, on voit des peintures de Le Corbusier ou de Jeanneret, mais on ne voit pas Le Corbusier. Et il dit clairement, je n'ai pas voulu montrer ma Vinette, donc là c'est clair, mais quelques années plus tard, quand il y a l'inauguration de Fruget, là il est très émerveillé d'être présent entre ces maisons, donc c'est une haute taille aussi, donc c'est la première grande inauguration d'un ensemble d'envergure publique. Il est entre les autres personnalités, il est entre ces maisons, donc c'est une sorte d'identification. C'est ce qu'il fait aussi dans le film de Pierre Chenal et qu'il continue à faire aussi avec tous les projets de films qui ont lieu pour l'unité d'adaptation de Marseille et par exemple ce qu'on retrouve aussi avec les maquettes et autres dans des photographies. Le chantier de l'unité d'adaptation de Marseille, c'est de se dire c'est un immeuble à grandeur publique. Donc il fallait vraiment publier cette œuvre donc, par tous les biais. Donc, c'était plus seulement ce qu'il avait, ou l'expérience à le faire surtout avant, c'était avec les revues, avec les livres, avec des photographies, mais c'est autant par le film. Donc, dès le chantier démarre, il prévoit un projet de suivi de chantier par René Zuber, donc un photographe de la Nouvelle Objectivité qui part ensuite dans le sud, mais donc en Afrique, pour faire des films aussi plutôt ethnologiques. Et donc, il lui demande de suivre le chantier pendant 18 mois pour en faire un reportage photographique et aussi d'en faire des films. Donc, vraiment, dès le début, il y a cette idée de combiner l'image photographique avec l'image de film, avec publication, pour vraiment tirer l'attention de différents types de publics qu'on pourrait avoir. Et donc là, on voit par exemple les 4 projets les plus importants de films qu'il entreprend pour l'unité d'adaptation de Marseille. Oui, je vais accélérer. Donc, mais contrairement à tous les films qui sont réalisés par le ministère de la Reconstruction, c'est qu'en général, dans la reconstruction, pour le ministère des films du MRU, il n'y a jamais une identification, il n'y a jamais un auteur pour les immeubles qui sont montrés. Et Le Corbusier met clairement son identité en avant. Et là, on voit encore qu'il le joue sur différents plans. Et donc, l'autre projet avec lequel on voit cette idée, c'est que c'est avec l'Armée du Salut où il le joue sur la même manière. C'est aussi jouer sa notoriété. Donc, par exemple, comme on a vu avec d'autres, donc il est là à côté d'autres, il le dit clairement, avec toutes ces autres personnes. Et donc, c'est se confirmer en tant que star, non seulement pour se dire qu'il est à côté de ses stars, mais de mesurer aussi sa notoriété, que les autres sont à côté de lui. Donc, c'est aussi ça qui joue. Et par exemple, aussi dans différents films, où là, on ne peut pas le mettre dans une image photographique, on ne peut pas le mettre ensemble avec Jouot, avec Perret ou autre, mais on peut quand même se dire que c'est dans le plan du film qu'il y est ensemble. Et jusqu'à la fin de sa vie, où il est tellement sollicité pour des projets de films ou des interviews qu'il les refuse quasi tous. Il y a aussi ici l'idée de la trinité artiste, architecte, urbaniste. C'est qu'on va voir qu'à ce moment-là, donc il y a sa chemise de peinture qu'on voit là. Donc timidement, il commence à vraiment y entrer sa carrière en tant qu'artiste, qu'on va mesurer dans les années qui vont suivre, qui va vraiment mettre en avant de plus en plus cette idée que sa production artistique prend de plus en plus de l'ampleur, jusqu'à faire disparaître toute autre référence à l'œuvre. Donc, quand il fait des interviews, c'est à chaque fois avec une peinture qui est derrière lui, et jamais et là, il parle de l'architecture, il parle de l'urbanisme, il parle jamais de la peinture, mais c'est la seule œuvre qui, à chaque fois qui est présentée, c'est une œuvre de peinture ou de tapisserie, dans le cas que je montre là en 1960 avec Dimanche en France. Donc là, c'est encore pour présenter cette idée de combiner de sa notoriété. Là, on voit que c'est aussi un peu, c'est dirigé par l'effet aussi, que Le Corbusier, de plus en plus, qu'il va se guider dans les séries qui sont, donc, par exemple, L'Art et les Hommes de Jean-Marie Drault, donc les séries où il se présente en tant qu'artiste, donc il est vraiment dans le milieu de télévision qui est plutôt culturel, les films aussi qui sont culturels, parce que tout le parti qui portait sur l'urbanisme a été repris sur le plan politique et a été réduit
sur cette idée de logement. Donc il n'y a plus l'idée d'urbanisme qui est derrière, et donc tout d'un coup, Le Corbusier se voit juste limité au plan de l'art. Pour terminer, c'est aussi cette idée d'une pensée de la civilisation moderne, comme vous avez pu voir dans le fragment de film, dans ces 10 minutes, c'est qu'il y a une évolution qui va proposer dans ces films d'un propos d'urbanisme vers la civilisation moderne. Donc il met vraiment en place une sorte de propos. Il dit aussi, donc ça va faire un beau pétard, j'ai un quart d'heure de la parole, ville radieuse, mes idées démonstratives, c'est énorme, surtout si le film est brillamment conçu. Sauf que l'épisode sur lui, le film va faire un beau pétard, mais dans sa totalité, comme propagande UNESCO, c'est la dernière dia. Mais c'est pas du tout juste lui-même, parce que c'est trop compliqué. Il y met trop de couches pour arriver à faire son propos. Donc c'est vraiment cette évolution qu'il va dire qu'on passe avec une sorte de rhétorique aussi, et qu'on va retrouver beaucoup plus élaborée par la suite dans le poème électronique, où les gens ensuite, donc là on voit qu'il reprend vraiment les mêmes types d'images, où les gens vont vraiment sortir effrayés, donc c'est ça qui va vraiment faire le beau pétard de son œuvre filmique. Merci.